Bonjour, voilà, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce premier webinaire consacré au repérage des troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Donc moi, je suis le docteur Emar Ibrahim, je suis médecin généraliste installé à la maison de santé Hippocrate au Bonn et je supervise avec Cécile de Baptiste, orthophoniste, le groupe de travail sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfant au sein de la CPTS Val d'Oise Centre. Et nous sommes aujourd'hui ravis vraiment d'animer cette session avec vous, qui a pour objectif de vous présenter vraiment voilà, vraiment une approche pratique hein, sur le repérage des troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Donc, il s'agira vraiment d'une session plutôt interactive, hein. Vous allez pouvoir y participer. Donc, vous pouvez dès à présent flasher le QR code. On va pouvoir afficher le QR code. Comme ça, vous allez pouvoir participer puis répondre aux questions. Voilà, donc je vous laisse flasher tranquillement ce QR code. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site WooClap et puis de taper le petit code là qui est là, CPTSTND. Comme ça, vous aurez aussi accès aux questions. Voilà. Donc, je vous laisse couper vos micros et si jamais vous avez des questions au fil de la présentation, vous allez pouvoir y répondre dans le chat. Et de toute façon, on aura un petit temps d'échange à la fin, donc ce sera l'occasion pour échanger. Voilà. Alors, si c'est bon pour vous, on va pouvoir débuter. Voilà, on va commencer avec la première question. Alors, d'après vous, quels sont les troubles du neurodéveloppement? Voilà, donc je vous laisse tranquillement répondre et normalement, on aura les réponses qui vont s'afficher. Ça ne marche pas. Ah. Comment ça se... Ah, Alors, une réponse. Ouais, on va mettre le nuage de mots. Alors, on voit des choses apparaître. Pour info, pour ceux qui n'ont plus de batterie sur leur téléphone portable, vous avez aussi la possibilité sur un ordinateur d'aller sur bouclab.com et de mettre le code qui est en haut, qui est CPTSTND. Alors, on a combien de réponses actuellement? Alors, comment je vois ça? En tout cas, c'est pas mal, là. J'ai 14 réponses, 14 14 personnes. réponses. On attend encore un petit peu. On est à 16. « 21. » 24 réponses. 24. Il y a 28 participants. Et pour les 2 personnes qui viennent d'arriver,
Je remets rapidement le QR code si vous voulez vous connecter avec votre smartphone sur le Book App pour répondre aux questions. Sinon, vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur votre téléphone ou sur votre ordinateur sur booklab.com et de taper le code de l'événement qui est en permanence en haut des questions, qui est CPTS TND. Merci. Voilà, donc là on est à 28 réponses. Bah, c'est très bien, hein. On voit que vous maîtrisez quand même bien ces troubles, hein. Donc ce qui ressort là, on voit quand même beaucoup de TSA, d'autisme, TDAH. Bah ouais, c'est vraiment les principaux troubles. Donc on va pouvoir les détailler. Voilà. Alors, donc effectivement, les troubles du neurodéveloppement, hein, vont regrouper vraiment plusieurs troubles. Donc, on va retrouver, voilà, en premier le trouble, hein, du développement intellectuel, qui va correspondre à une déficience intellectuelle qui est durable. Ensuite, on aura les troubles du spectre de l'autisme. Donc ça va être surtout marqué par des difficultés de communication, d'interaction sociale, et souvent associé à des comportements ou intérêts un petit peu restreints et répétitifs. Ensuite, on va retrouver le trouble du langage oral, qui vont toucher essentiellement la compréhension et ou l'expression. On aura ensuite les troubles du, de, de la coordination, hein, donc ce qu'on appelle aussi les dyspraxies, qui vont avoir des répercussions notamment au niveau de l'écriture, hein, comme la dysgraphie. On va retrouver, bah, vous l'avez dit, hein, ce fameux TDAH, hein, donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, hein, qui va associer une inattention, de l'impulsivité et parfois de l'hyperactivité. On va retrouver ensuite les troubles des apprentissages, ce qu'on appelle aussi les troubles 10, comme la dyslexie qui va toucher la lecture, la dysorthographie qui va toucher l'écriture et la dyscalculie, notamment au niveau des mathématiques. Après, on aura donc les tics ou le syndrome de Gilles de la Tourette, qui sont marqués par des tics moteurs ou verbaux. Et enfin, on aura le bégaiement, qui est caractérisé par un trouble de la fluidité de la parole et avec des répétitions. Voilà. On va pouvoir passer à la question suivante. Bonjour à tous, donc je suis Cécile de Baptiste, orthophoniste. Et la question suivante, c'est quels sont les professionnels de santé qui sont susceptibles de prendre en charge nos patients avec TND? Donc je vous laisse faire vos propositions. Ok. Alors, bon, je vois qu'il y a beaucoup orthophonistes, effectivement, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, oui, pédopsychiatres, médecins généralistes, graphothérapeute, ergothérapeute, puéricultrice, neuropsychiatre, éducatrice. Ouais. Alors, est-ce qu'on en a oublié? Peut-être rappeler que c'est bien que les patients consultent un ORL, un ophtalmologue, et je ne vois pas. Ah si, orthoptiste, il est en petit. Orthoptiste, kiné, neuropsychologue. Je ne sais pas s'il a été cité. Oui, il a été cité. J'ai l'impression que. On est bon? J'ai l'impression que tout y est. Ouais. Hop.
Question Donc, suivante. on a cité un certain nombre de professionnels habilités à prendre en soin les TND. Question suivante, pour quelle profession faut-il une ordonnance? Est-ce qu'il faut une ordonnance pour consulter un ou une orthoptiste, un ou une psychologue, un neuropsychologue, un ou une orthophoniste, un ou une psychomotricienne ou un ou une ergothérapeute? Donc là, vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, on utilise pour l'animation de ce webinaire un questionnaire interactif. Donc, vous pouvez vous pouvez vous connecter sur wooklab.com sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et utiliser le code CPTS TND pour pouvoir participer. Bon, je vais peut-être donner les réponses. Donc, pour les orthophonistes, visiblement, c'est bien connu. Vous aviez tous répondu effectivement que pour l'orthophonie, il fallait une ordonnance, mais également pour consulter une orthoptiste, un ou une orthoptiste, il faut absolument une ordonnance. C'est le cas également pour un psychomotricien et pour l'ergothérapeute. En revanche, ce n'est pas nécessaire pour une consultation chez un psychologue ou un neuropsychologue. Alors maintenant, quelles sont les consultations qui sont prises en charge par la sécurité sociale? Donc à nouveau, vous avez les mêmes professionnels, orthoptistes, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, psychomotriciens et ergothérapeutes. Quelles sont les prises en charge? Quels sont les suivis qui sont pris en charge par la sécurité sociale? Alors effectivement, la majorité a raison. Il faut, les séances d'orthopsie, d'orthophonie sont prises en charge par la sécurité sociale. Les consultations, chez un psychologue dans le cadre, de l'exercice conventionné Mon soutien psy. Voilà, en revanche, les autres professionnels ne sont pas pris en charge, donc la psychomotricité ou l'ergothérapie ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale. Alors, Sarah? Oui, bonjour tout le monde. Alors là, donc c'est une diapositive en fait sur les facteurs de risque des troubles du neurodéveloppement selon la Haute Autorité de Santé, qui cite notamment les antécédents familiaux de TND, donc les parents, la fratrie, la prématurité, voilà, je vous le lis, hein, donc ce qui est cité, le petit poids de naissance, l'ictère néonatal sévère, les malformations cérébrales cérébelleuses, les encéphalopathies, l'exposition à l'alcool ou à une substance psychoactive, les infections congénitales ou néonatales et les syndromes génétiques qui affectent le neurodéveloppement. Voilà les principaux facteurs de risque.
Une petite question. Un enfant avec un TDAH ne tient pas en place sur sa chaise. Vous répondez juste, c'est vrai ou c'est faux, selon vous? Ah, un désaccord. C'est partagé. Alors, vous hésitez. Alors, c'est une petite question piège, mais la réponse, c'est faux, c'est pas systématique, puisque dans le TDAH, donc est défini par le DSM-5 comme un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là, puisqu'on parle du repérage des troubles, je voulais attirer l'attention sur les enfants avec un trouble de l'attention sans hyperactivité. Un enfant hyperactif va souvent être rapidement repéré parce que son agitation motrice, son impulsivité peuvent perturber la classe ou la vie familiale. À l'inverse, un enfant qui présente un trouble de l'attention sans hyperactivité peut passer inaperçu. Cela retarde le repérage et donc le diagnostic. Donc il est essentiel que nous, professionnels de santé et professionnels de la petite enfance, nous soyons vigilants lorsque des parents nous signalent que leur enfant se montre distrait, qu'il oublie fréquemment ses affaires, qu'il ne termine pas les tâches en cours, qu'il ne paraît pas écouter quand on s'adresse à lui, par exemple. C'est primordial car une prise en soin précoce et adaptée permet d'améliorer les apprentissages, les relations sociales et l'estime de soi. Attention toutefois à la surutilisation du terme TDAH, surtout avant 5 ans. Alors, le DSM-5, je ne sais plus qui c'est Claude ou c'est toi, Sarah? C'est moi. Bon, on y va pour la question. Donc, parmi les critères diagnostiques du DSM-5 pour le trouble du spectre de l'autisme, on retrouve un retard du langage expressif isolé sans autres symptômes, des difficultés persistantes dans la communication et les interactions sociales, des comportements, intérêts ou activités restreintes et répétitifs, une absence totale de contact oculaire avec les autres personnes, des symptômes présents dès la petite enfance. Je laisse un peu avant d'afficher les résultats ou ce que les gens votent. Muriel, oui. Tu veux que j'affiche les résultats? Tiens, voilà. Hop. Ok, merci. Hop. Alors, ce qu'on va faire, en fait, on va passer à la diapositive d'après, qui décrit clairement les critères, en fait, du DSM-5, si tu veux bien. Voilà. Donc, en fait, on a les critères DSM-5 du diagnostic, du trouble du spectre autistique, qui décrit donc une dyade autistique, avec notamment les déficits de la communication et des interactions sociales, et également, en fait, le caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Voilà. Donc, c'est la définition du syndrome autistique. Cassandre? Oui. Alors, du coup, la prochaine question, quels sont les troubles les plus fréquemment retrouvés chez un enfant avec TND chez l'orthoptiste? Donc, il y a des difficultés à la lecture, n'est pas bon en géométrie, vit avec un strabisme, est maladroit ou présente des troubles de l'orientation.
Cassandre Lerat et orthoptiste à Hermont. Et puis Pardon, je Sarah, me suis pas présentée. oui, mais Sarah non plus. Sarah Allo et médecin généraliste à Aubonne, on a oublié Ah un oui, peu. pardon, oui, effectivement. Aussi. J'étais à la lecture avec l'orthopsie. Pensez à bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut passer du coup à la diapositive suivante. Les réponses ont l'air d'être Voilà. plutôt bonnes. Donc du coup, effectivement, dans les troubles du neurodéveloppement, il va y avoir des conséquences visuelles. Là, on les a réparties en 3 sous-catégories. Alors évidemment, c'est pour faire un petit peu plus général. Mais on va retrouver du coup des troubles oculomoteurs, donc c'est-à-dire des troubles qui viennent jouer sur les muscles oculaires et qui vont se traduire par des difficultés de maintien d'un suivi visuel de bonne qualité, donc des mauvaises poursuites visuelles, des mauvaises saccades visuelles, donc du coup un manque de précision visuelle. Donc ça peut entraîner derrière des confusions de lignes, de lettres, des sauts de mots, donc perturber la lecture. On va également retrouver des troubles dyspatio-visuels. Donc là, c'est tout ce qui va toucher à l'appréciation de l'espace par l'enfant. Donc ça peut entraîner des maladresses, ça peut entraîner des difficultés de reconnaissance des formes, des objets, des lettres également. Ça peut entraîner des problèmes de coordination entre l'œil et la main. Donc, ce qui va donner des approximations et du coup des approximations dans les mouvements de préhension et du coup de la maladresse. Et on va retrouver également des difficultés de traitement de l'information en environnement complexe, c'est-à-dire que l'enfant peut rencontrer des difficultés à faire ressortir une information lorsqu'elle va être englobée parmi tant d'autres. Un exemple assez parlant, je pense, pour tout le monde, ça va être le jeu Où est Charlie, où l'enfant aura des difficultés à retrouver Charlie parce qu'il va y avoir trop d'informations présentes et qu'il ne va pas réussir à traiter ce qu'il voit. Donc ça va être perturbant en général au niveau de la lecture, puisque l'enfant va plutôt avoir tendance à voir son texte dans la globalité et avoir des difficultés à se concentrer sur chacun des mots un par un et permettre une lecture fluide. On peut retrouver aussi des troubles divisio-attentionnels, donc là qui vont se traduire par une mauvaise attention visuelle et par conséquent en général une perte de la concentration rapide. Alors tout ça, c'est que des exemples, il y a évidemment d'autres conséquences visuelles, mais c'est quand même des points assez majeurs, assez clés, qui peuvent être facilement décryptés, facilement analysés, et du coup permettre d'orienter vers un bilan orthoptique qui permet de mettre en place derrière un projet de soins adapté. Voilà. Alors maintenant, c'est Claude Valentin. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, n'hésite pas à te présenter, Claude. D'accord, bonjour, je suis pédiatre et médecin généraliste à la maison de santé d'Aubonne Hippocrate à ce moment-là. Et donc, le message important, c'est de dire effectivement qu'à tout moment de l'intervention, on a un rapport avec un enfant qui a un TDAH, toujours faire un dépistage de recherche de la surdité. Ça, c'est aussi bien avant, pendant qu'après les tests que nous faisons. Par contre, je ne vois pas bien la diapo. Est-ce que vous pouvez m'en faire la je peux la lire si tu veux. Oui, c'est quasiment je vois pas. La question est: le repérage précoce des troubles du neurodéveloppement est important car, réponse 1, il permet d'étiqueter rapidement l'enfant. Réponse 2, il favorise la mise en place d'interventions adaptées. Réponse 3, il améliore le pronostic développemental.
Réponse 4, il permet d'éviter toute difficulté scolaire. Et réponse 5, il permet de débuter une rééducation ciblée. Donc, j'affiche les résultats. Alors, 18 personnes ont voté pour la mise en place d'interventions adaptées, 21 maintenant, et 21 pour débuter une rééducation ciblée. Les réponses qui ont le moins de réponses sont étiqueter rapidement l'enfant et éviter toute difficulté scolaire. Il y a 23 réponses. Je propose de clôturer les réponses, Claude. Oui, tout à fait. Vous avez globalement bien ciblé, c'est-à-dire que toutes sont justes, mais pas toutes au même degré. Il est évident que le rapport avec la scolarité est interdépendant. Le deuxième, tu veux me le rappeler, Muriel, s'il te plaît, parce que je ne le vois pas. Alors, il favorise la mise en place d'interventions adaptées et la deuxième, il permet une rééducation ciblée. Oui, ça va permettre d'anticiper sur les diapos suivantes. Plus le diagnostic est précoce, plus les critères de diagnostic seront efficients et plus la prise en charge sera précoce et meilleurs seront les résultats. Ça, vous vous en doutez un petit peu. Tu veux que je l'analyse, la diapositive? Alors, là, par contre, là, je la vois bien. Et donc, l'efficience, elle va être à la fois pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a de meilleurs résultats tant au niveau scolaire que dans le comportement. Pour les familles, c'est vraiment une aide à la prise en charge sur laquelle on est sollicité en premier. Et puis pour nous, professionnels de santé, de pouvoir interagir directement sur l'enfant. Alors, sur les outils de repérage, si je devais vous poser la question, quels sont les drapeaux rouges que l'on doit faire avant 7 ans et après 7 ans? En premier, le meilleur repérage sur des guides, c'est ceux qui sont édictés par l'ARS. Voilà. Et elle distingue assez nettement, comme le drapeau rouge, entre les 0 à 7 ans, la régression, TDAH souvent accompagné de régression, la faiblesse de l'échange, c'est le regard est très difficilement en contact avec nous, on a beaucoup de mal à cerner son regard. Poser simplement la question de quel est ton prénom et on voit que l'attention est tout à fait différente. Souvent, on a un retard global en rapport avec le TDAH, avec tous les retardissements que ça peut produire, qui va bien sûr entraîner une inquiétude parentale solide et des troubles sensoriels sévères qui peuvent être à la fois cause et conséquence. Alors, assez schématiquement, il est quand même assez difficile de faire le diagnostic avant 18 mois. 18 mois, par contre, à 18 mois, on peut le faire. Sur quel élément? Pas de sourire social. Vous savez l'interaction qu'il y a. La mère sourit, l'enfant sourit, et réciproquement. C'est tout ce bonheur, effectivement, d'échange entre le sourire. L'enfant qui ne répond pas de façon franche à son prénom, ça aussi, ça doit nous inquiéter. L'enfant qui ne pointe pas, c'est un très bon signe quand on l'amène devant une image, devant la fenêtre, et puis qui regarde et qui pointe. Ça, c'est un très bon signe qui nous permet d'écarter. Ensuite, si on regarde sur l'âge un peu plus élevé, entre 3 et 6 ans, le langage commence à être beaucoup plus élaboré, un langage qui est peu compréhensible, où la compréhension est faible, à ce moment-là, ça doit nous inquiéter. Les grandes maladresses, y compris dans le graphisme, un enfant qui est très agité, qui est très impulsif, ou qui commence déjà, les institutrices commencent à nous donner en disant il a comme des grandes difficultés scolaires. Tout ça, c'est jusqu'à l'âge de 6 ans.
après 7 ans, les difficultés alors là sont moindres parce qu'elles sont plus difficiles à repérer, elles apparaissent. C'est en premier, bien sûr, les difficultés scolaires. Il se plaint souvent d'être fatigué, une attention qui est très, très instable. Et puis, il y a tous les comportements sociaux, d'anxiété, d'isolement que produit l'enfant. Mais je pense que la plupart d'entre vous, je n'ai fait que réactualiser et redire ce que vous savez déjà. Et puis, je terminerai comme toujours en conclusion. Le bilan audio, le bilan vision, et puis l'orientation, en fait, dès maintenant sur les CMAPS, les CMPP, les plateformes de TAD qui nous sont dédiées en fonction de l'âge. Merci. Juste, je rajouterais que les livrets qui ont été présentés là sont maintenant inclus dans les nouveaux carnets de santé des enfants. Tu as tout à fait raison de le préciser. Alors, question suivante. Donc, on a parlé de repérage. Maintenant, juste une question sur le diagnostic. Les diagnostics d'un trouble du neurodéveloppement reposent, d'après vous, principalement sur quoi? Des examens d'imagerie cérébrale, une évaluation clinique pluridisciplinaire, un test sanguin, des observations du comportement et du développement, un score de QI inférieur à 70 ou supérieur à 130, des tests standardisés, des échelles d'évaluation. Vous pouvez mettre une ou plusieurs réponses. Oula. Je propose qu'on monte les réponses. Tu veux la réponse correcte, Cécile? Oui, voilà, on est pas mal. Voilà. Alors, il existe évidemment différents outils d'évaluation diagnostique selon le trouble que l'on cherche à repérer. Tu peux passer à la diapo, Muriel, s'il te plaît? Alors, juste une précision, pour la majorité des troubles du neurodéveloppement, seul un médecin formé, ça peut être un pédopsychiatre, un neuropédiatre, un pédiatre formé, etc., peut poser un diagnostic. L'observation clinique va être l'outil de diagnostic principal et privilégié dans le cas d'une suspicion d'un trouble du spectre autistique. Il sera souvent accompagné également de questionnaires. Mais pour d'autres troubles du neurodéveloppement, le diagnostic va s'appuyer sur l'utilisation de bilans standardisés. Par exemple, pour le trouble développemental du langage, le trouble spécifique des apprentissages du langage écrit ou encore le trouble spécifique des apprentissages en cognition mathématique, ce qu'on appelait autrefois les 10, c'est l'orthophoniste qui est habilité à poser un diagnostic à partir d'une batterie de tests. Donc, dans un bilan étalonné, chaque tâche correspond à une compétence précise et doit suivre un protocole de passation. Le score de l'enfant est rapporté à la performance moyenne obtenue à cette même épreuve par les enfants tout venant du même âge dans le cadre du langage oral ou du même niveau scolaire si on est dans les apprentissages. Et l'écart à la norme doit être exprimé en percentile. La pose de certains diagnostics nécessite parfois d'utiliser plusieurs de ces outils, à la fois les tests standardisés et l'observation clinique. Par exemple, dans le cadre du trouble du développement intellectuel, on va s'appuyer sur le score obtenu au WISC 5 pour objectiver le déficit, mais la notion d'impact fonctionnel dans la vie quotidienne est un critère important. Donc l'observation clinique et les questionnaires vont aider à la pose de ce diagnostic. Voilà, quelques exemples. Ben voilà, on a fait un petit tour rapide de ce qu'on pouvait vous apporter sur comment repérer les troubles du neurodéveloppement. Mais peut-être avez-vous des questions?
On va essayer d'y répondre. Vous pouvez soit lever la main, soit, alors lever la main en appuyant sur lever la main, soit vous pouvez écrire vos questions dans la conversation. Il y avait déjà une question, Muriel, je crois, hein, sur l'hyperactivité. L'hyperactivité peut-elle ne pas être en motrice, mais dans le flux de pensée? Oui, oui, effectivement, hein. C'est une hyperactivité de pensée. Donc là, dans la slide que j'avais présentée, je voulais juste alerter sur le fait que on pense TDAH, c'est hyperactif, c'est un enfant qui bouge, on va le repérer, mais il y a des enfants qui sont ou juste TDA ou alors hyperactivité de pensée qui vont être plus difficilement repérables. Mais c'est effectivement certains enfants c'est pas un manque d'attention, c'est plus un problème de focus attentionnel. C'est-à-dire que leur attention va se porter sur autre chose que l'objet, sur lequel ils devraient se porter et qu'ils n'arrivent pas forcément à filtrer aussi toutes les idées, toutes les choses qui vont attirer leur attention et du coup et qui seront moins centrés sur, l'activité, présente. Mais oui, ça peut être une hyperactivité de pensée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à allumer votre micro et à poser une question, hein, du coup. Est-ce que les stéréotypies sont pathognomoniques? Est-ce que les stéréotypies sont? Assez pathognomoniques des TDAH. Est-ce que on les retrouve Je comprends pas. quand on retrouve une stéréotypie, quand on trouve un enfant qui présente des stéréotypies à ce moment, est-ce qu'on peut dire à coup sûr que c'est un TDAH? Alors, TDAH, c'est un trouble de l'attention, donc non, il n'y a pas de stéréotypie. On va trouver des stéréotypies dans le TSA, trouble du spectre autistique. C'est peut-être de ça dont tu parles? Oui, quand les deux sont associés. Ça serait plutôt un symptôme du TSA, oui. Oui. Après, juste un petit aparté, le TSA peut être associé à un TDAH. Hein. Le TSA est souvent associé à d'autres troubles du neurodéveloppement. D'une manière générale, c'est même très, très souvent associé, pas forcément que TSA, c'est rare. On va dire que c'est plus la norme que l'exception d'avoir deux troubles de neurodéveloppement associés. Donc, par exemple, en orthophonie, on a fréquemment des enfants qui ont à la fois un trouble du développement du langage, un trouble du développement des apprentissages, enfin un trouble des apprentissages écrits, un TDAH, un trouble de la coordination motrice. Parfois, ils en ont 3, 4. Donc, c'est très fréquent que ça soit associé, oui. Oui, ça. La question, c'est que ça soit associé, on en est convaincu. Mais par exemple, quand tu retrouves des rituels qui sont répétés, des sons qui sont répétés sous forme de petits cris, des mouvements, le battement des mains, le flapping, je trouve ça. Est-ce que tu te dis à chaque fois que je te rencontre ça, c'est quand même assez spécifique et je pense à un TSA ou un TDAH. TSA, oui, TDAH, non. Non. D'accord. Non, mais après, si quelqu'un a une autre réponse, qu'il n'hésite pas. Alors, ça fait bien sûr penser et il va falloir orienter vers un professionnel habilité à poser le diagnostic. L'orthophoniste ne pose pas de diagnostic de TSA ou de TDAH. Ensuite, on peut trouver ces mêmes agitations, ces mêmes stéréotypies dans d'autres troubles. Par exemple, un enfant malvoyant va avoir tendance à s'auto-stimuler de manière physique et on peut retrouver des choses qui ressemblent à du flapping chez certains enfants malvoyants, par exemple. Donc c'est pour ça, et tu l'as rappelé Claude, pardon, il faut avant toute chose faire d'abord un bilan ORL et ophtalmo pour vérifier que l'enfant voit et entend avant toute chose. Oui. Il y a une main levée.
Est-ce que la difficulté à maintenir le regard qu'on peut trouver chez les enfants qui ont un TSA, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi chez les enfants TDAH? Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, mais je dirais que oui. Et enfin, il faut le diagnostic du TSA, bien sûr, ne va pas s'appuyer que sur un regard fuyant, puisque le regard fuyant, on va le retrouver dans d'autres pathologies. Je pense à un trouble du neurodéveloppement dont on n'a pas parlé, on l'a juste abordé rapidement quand on les a cités, mais le bégaiement. Dans le bégaiement, il y a une fuite du regard. Or, ça n'a rien à voir avec un TSA ou un TDAH, hein, c'est une difficulté à maintenir le contact. J'imagine qu'il y a d'autres pathologies dans lesquelles c'est le cas. Ça peut être une grande timidité, ça peut être d'autres raisons. Donc, bien sûr, c'est un faisceau de symptômes qui vont amener à poser le diagnostic. On ne va pas poser le diagnostic de TSA juste par rapport au regard. Et dans le TDAH, j'ai envie de dire que oui, puisque, comme on l'a dit, ils ont du mal à filtrer tout ce qui se passe autour d'eux. Donc si, il y a quelque chose, une lumière, une personne qui passe, oui, le regard va être fuyant. Aussi parce qu'ils sont ils suivent le fil de leurs idées. Donc comme quand nous-mêmes nous réfléchissons, nous avons une perte du contact, mais ce serait pas forcément ça serait pas un symptôme typique du TDAH, je dirais ça comme ça. Peut-être que Cassandre, tu veux ajouter quelque chose? Je rajouterais juste que, souvent, c'est des enfants aussi qui se retrouvent, en position un petit peu d'échec et qui l'ont aussi, intégré, un peu compris, et ce qui fait qu'ils ont du mal des fois à soutenir le regard parce qu'ils se sentent un peu, en échec et parfois un peu jugés aussi, comme, ça peut l'être des fois par, certaines personnes, et du coup, indirectement, oui, il peut y avoir fuite du regard. Donc est-ce que c'est une conséquence? Qu'est-ce que c'est un symptôme? Des fois, c'est un peu, voilà. Mmh. Merci. Là-dessus, je te rejoins aussi pour, cause ou conséquence. Moi, je me souviens d'avoir eu des enfants, donc on disait dysphasiques, hein, c'est le trouble développemental du langage, qui étaient particulièrement agités parce qu'en fait, c'était c'était une posture de défense. Je pense notamment à une petite fille qui était très, très intelligente et qui avait parfaitement conscience de son trouble du langage qui était sévère et qui du coup, compensait en faisant un petit peu le clown et parce que, elle évitait la situation d'échange et donc ça pouvait faire penser à un trouble de la communication ou un trouble de l'attention et en fait, une fois qu'elle a pu, communiquer, davantage, elle a pu se poser aussi, elle a pu accepter les situations, d'échange qui étaient devenues moins insupportables. Ok, on a encore le temps pour quelques questions. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui a pas trop été abordé, enfin qui a été abordé, mais très rapidement. Dans les intérêts du diagnostic précoce, c'est aussi beaucoup l'estime de soi. C'est très, très important qu'on puisse repérer tôt ces enfants pour qu'ils soient pris en charge rapidement et qu'on leur rappelle, que ce sont des enfants, intelligents avec des compétences et qu'ils ont un trouble, c'est pas de leur faute, et qu'on puisse les encourager, les valoriser parce que beaucoup, lorsque le repérage est tardif, vont avoir une estime de soi qui va s'effondrer et ça va engendrer, des difficultés de relations sociales et plein d'autres troubles, notamment psychologiques, et dans leur construction, donc c'est vraiment primordial pour ça. Donc il ne faut pas hésiter, je pense, à orienter quand vous avez un doute. Les professionnels, concernés pourront dire: «Bah, non, c'est pas ça et tant pis, c'est pas grave», mais il vaut mieux le faire quand on a un doute, plutôt que d'attendre en disant: «On va voir si ça passe», parce que plus on attend, plus les conséquences sont importantes. Passe Est-ce à que la tu, conclusion. Ah, pardon. est-ce que tu partages cet avis? Quand on fait le diagnostic de TSA, on va dire à peu près dans 50% d'un TDAH associé. Par contre, quand on fait le diagnostic d'un TDAH, l'autisme, enfin le spectre autistique, est beaucoup plus rare. On a Ah une oui, association des deux, mais plus dans le sens
TSA, au moins 50% pensaient au TDAH. Et par contre, quand on a un TDAH, l'autisme est très minoritaire. Je connais pas du tout les chiffres, mais ça me semble effectivement logique, oui. Oui. Parce qu'on peut tout à fait avoir un trouble de l'attention, enfin c'est même la majorité du temps, un trouble de l'attention sans trouble du spectre autistique, oui. En revanche, les enfants avec un trouble du spectre autistique ont des difficultés attentionnelles, mais aussi parce qu'ils ont un trouble de la communication, donc c'est... Enfin, ouais, je sais pas. Donc j'ai pas les chiffres, mais oui, ce que tu dis me semble logique. Moi non plus, j'ai pas les chiffres. Est-ce que vous avez des questions, même des remarques, si dans ce qu'on a dit, il y a quelque chose qui vous a interpellé? Tout était Peut-être clair. quand on a parlé des professionnels qui étaient remboursés par la sécurité sociale, il me semble qu'il y a, même si c'est pas automatique et qu'il faut en faire la demande, il me semble qu'il y a un certain, les professionnels qui sont pas remboursés peuvent faire l'objet d'aides financières. Oui, tout à fait, oui. Oui, Oui. on peut faire des dossiers, notamment à la mission d'accès aux soins, la MAS. Mais moi, de ce qu'on m'a expliqué, il faut vraiment que ce soit un personnel médical et pas paramédical qui doit faire cette demande. Voilà, après, les deux plateformes me semblent être des bons liens pour pouvoir avoir des prises en soin, en fait, pour ces personnes-là. Si l'enfant est suivi à la MDPH, il y a aussi des allocations. Mais je ne sais pas si on peut trop en dire parce qu'il y aura une suite à ce webinaire, donc je ne veux pas spoiler le prochain WOCLAP par rapport à l'allocation et les plateformes. Ouais. Bon, donc le prochain webinaire, ce sera le jeudi 12 février à 13 h et il vous sera présenté par la PCO, plateforme de coordination et d'orientation, et la PDAP, c'est la plateforme de diagnostic autisme. Il y aura aussi Madame Fouenant, qui est présidente de l'association APEDADIS, qui vous parleront justement de ce parcours quand vous avez repéré, vous, professionnels de santé de la petite enfance, quand vous avez repéré quelque chose, des plateformes à qui vous pouvez adresser vos patients. Voilà, ce sera sous le même format, un WOCLAP et puis vos questions à la suite. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous d'avoir participé. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Alors, là, vous avez une adresse, c'est tnd@cptsvoc.fr. Vous pouvez continuer à poser vos questions et nous essayerons d'y répondre. Je voulais remercier donc les participants au groupe de travail qui sont nommés ici, ainsi que Muriel Londres qui s'est occupée de toute la partie technique avec le WOCLAP et le PowerPoint. Merci. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt, j'espère.